Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux l'ancien directeur de cabinet du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, aumônier deux églises et acteur politique indépendant. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Albert Moleka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Cléopâtre. Alors, le processus des réformes électorales a été déjà enclenché en prévision des élections de 2023. Comment l'évaluez-vous à ce stade? Bon, malheureusement, à chaque processus électoral semble nous présenter un peu le même scénario et les mêmes événements. C'est-à-dire qu'il est difficile au début de voter la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Il y a toujours des tiraillements concernant cette loi. Et ensuite vient chaque fois la désignation des gestionnaires de la CENI et principalement du président de la CENI. Et nous assistons encore à des tiraillements, bien sûr, dans tout ce processus, ce qui est de bonne guerre dans le sens que nous sentons quand même cette volonté populaire qui commence aussi à, à faire pression sur les différents acteurs, tant politiques que de la société civile, en faveur d'une CENI qui soit la plus indépendante que possible. Puisque nous devons accepter que l'indépendance complète de la CENI, c'est un rêve, mais nous devons lutter pour que les animateurs de la CENI se retrouvent dans des conditions juridiques, administratives et fonctionnelles qui puissent leur assurer quand même une certaine intégrité et le respect d'une certaine éthique. Et je crois que c'est là où nous expérimentons maintenant des tiraillements de part et d'autre concernant les candidats au poste de président de la CENI. Alors, la loi sur la Commission électorale nationale indépendante divise les acteurs politiques et de la société civile. Certains disent cette loi est venue renforcer la politisation de la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'avez certainement lu, cette loi. Oui. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr, disons la faiblesse de cette loi, c'est que effectivement, elle fait encore plus la part belle aux représentants de partis politiques. Alors que le seul espoir de voir la commission électorale indépendante disons, de se libérer en quelque sorte des influences des futurs protagonistes, c'est de dépolitiser ces organes de gestion et donc de donner beaucoup plus d'importance et de postes aux non-politiques qui sont supposés être de la société civile. Mais je dois aussi attirer l'attention sur une réalité, c'est que la société civile au Congo est très politisée. Elle n'est pas politique à 100%, mais elle est très politisée. Ce qui fait que des fois les lignes de démarcation entre les partis politiques et les organisations de la société civile sont des lignes très très floues. Et ça aussi, ça cause un problème. Mais il est vrai que la loi qui a été récemment votée politise, à mon avis, à outrance la CENI. Mais qu'est-ce que vous entendez par politisation de la CENI? Vous faites allusion à quoi? Politisation de la CENI, c'est lorsque les partis politiques, donc qui sont les futurs protagonistes aux élections, ont plus d'importance et d'influence au sein de cette commission d'appui à la démocratie. Lorsqu'il y a trop de politique, vous comprenez que chacun est là pour son intérêt, et la loi de la majorité sur la minorité joue même dans la gestion de la CENI et donc dans la gestion des futures élections. Alors, le président de l'Assemblée nationale s'était posé dernièrement une question de savoir comment se fait-il qu'une institution qui organise des élections pour les politiques soit elle-même apolitique. N'avait-il pas raison? Bon, il a raison dans les faits.
Dans les faits, il est vrai que la commission électorale dans notre pays n'a jamais pu se libérer de l'emprise des politiques et surtout de l'emprise du pouvoir du moment sur sa gestion des élections et malheureusement sur sa gestion des résultats des élections. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, la gestion des résultats des élections. C'est ça le problème que nous avons toujours connu durant les 3 dernières élections générales. C'est que nous n'avons pas encore pu avoir une équipe dirigeante de la CENI qui publie les résultats réels, c'est-à-dire publie les résultats sur base des PV des bureaux de vote. Nous n'avons jamais eu ça pour le moment. Alors, cette loi a été promulguée comme telle en dépit des multiples plaidoyers menés pour un consensus. Peut-on parler d'un mauvais départ pour ces processus électoraux? Je dirais un départ très hasardeux et qui risque de se révéler négatif pour la République démocratique du Congo, puisqu'en fait nous avons vu et nous voyons encore plusieurs plateformes politiques réclamant toujours ce consensus concernant la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, puisque les règles du jeu doivent être des règles acceptées par tous, de sorte que la compétition soit ouverte. Encore une fois, malheureusement, et c'est pour ça que cette libération ou cette indépendance de la CENI reste un combat politique très important, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu l'occasion ou la chance ou la bénédiction d'avoir à notre disposition une commission électorale qui puisse gérer objectivement le processus électoral. Nous avons toujours eu une gouvernance électorale à la faveur du pouvoir en place. Mais malheureusement, ça n'arrive toujours pas. Ça n'arrive toujours pas. Ça n'arrive toujours pas. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis partisan du retour au système ancien où les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Il y avait une direction au sein du ministère qui s'occupe de l'organisation des élections. Cela reviendrait moins cher. Cela reviendrait beaucoup moins cher et je dirais, si on est pessimiste, on dit, bon, quitte à avoir encore des élections truquées, mais que ces élections-là nous coûtent moins cher. En ce moment-là, on parlerait plus de dépendance de la CENI, tout ça? Non, on ne parlerait plus de dépendance de la CENI, on parlerait de l'État qui organise les élections, mais bien sûr, cet État géré par un pouvoir. Et vous savez, il y a un président africain a toujours dit, on n'organise pas les élections pour les perdre. Très bien. Autre sujet, c'est la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses ont clôturé les travaux sans trouver un consensus. Quelle lecture faites-vous? Bon, les confessions religieuses ont déposé un rapport au bureau de l'Assemblée nationale, et j'insiste, un rapport, pas un PV, mais un rapport. Comme l'a dit le dieu ECC. Oui, faisant le constat de l'absence de consensus. Et aussi du non-actionnement de l'article 17, qui préconise qu'en cas d'absence de consensus, on doit aller dans le vote, mais comme le pasteur Lenga l'a bien expliqué, n'ayant pas vidé le fond, ils ont décidé de ne pas activer l'article 17. Et ce rapport qui est signé par toutes les 8 confessions religieuses, c'est très important de le souligner, toutes les confessions religieuses ont signé le rapport, fait qu'en sorte la balle ou la patate chaude est remise dans les mains de l'institution
qui avait confié le travail et la mission à la CENI, quitte à cette institution maintenant, soit à demander encore aux confessions religieuses de rechercher à tout prix ce consensus, ou passer à autre chose. Mais comment vous expliquez cette dissension au sein des hommes des dieux? N'est-il pas une main politique derrière ça? Bien sûr, il y a des mains politiques derrière, et je crois que les confessions religieuses l'ont dit il y a quelques jours, bien avant, elles ont expliqué et dit clairement que nous recevons des pressions en faveur d'un candidat, et ces pressions, ils les avaient même qualifiées d'abus de pouvoir. D'abus de pouvoir. Alors, il y a le mot pouvoir. Et vous savez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose à laquelle, je crois, tout le monde, pas seulement les initiés, s'attendait à ces pressions et à cette influence de certaines officines politiques sur des chefs de confession religieuse. C'est ainsi qu'à un moment, vous avez vu qu'il y avait un genre de scission entre 6 confessions religieuses d'un côté et les 2 grandes confessions religieuses de l'autre. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut? Recommencer les travaux au sein de cette plateforme de chefs d'église, ou soit considérer le PV qu'a déposé un groupe des confessions religieuses à l'Assemblée nationale? Bon, considérer le PV qu'a déposé un groupe de confessions religieuses, les 6 confessions religieuses, c'est dangereux dans le sens que ce PV n'est pas signé par la personne qui devrait la signer, c'est-à-dire le président de la plateforme. D'où cela poserait un problème tant pour l'Assemblée nationale que, ultimement, pour le président de la République qui doit maintenant, après, avaliser le choix de l'Assemblée nationale. Je pense personnellement qu'il faudrait encourager les confessions religieuses, peut-être avec l'assistance de l'institution Assemblée nationale elle-même, pour arriver à un consensus. Mais cela suppose que chaque camp, au niveau de la plateforme confession religieuse, que chaque camp soit prêt aussi à faire des concessions et soit prêt au compromis, parce que lorsqu'il était proposé, par exemple, par l'Église catholique à travers la SENCO et l'Église protestante à travers le CC, de mettre de côté les candidatures à problème et de venir avec de nouveaux candidats, bon, certains protagonistes ont dit non, c'est celui-là ou rien. Alors, dès que vous, dans un travail collégial, vous avez certains qui disent ça ou rien, bon, c'est quoi? C'est fermer la porte à toute discussion. Concrètement, vous souhaitez que le compteur soit mis à zéro? Ils peuvent reprendre les choses à zéro et le compteur à zéro. Il y a un argument que certains avancent maintenant, que oh voilà, nous ne voulons pas de glissement et il faut s'arrêter là, de sorte à ce qu'on n'organise pas les élections en retard. Je rappellerai simplement que le bureau Ngoïmoulunda Jacqueline Joly avait été installé en décembre 2010 et ils ont organisé des élections en novembre 2011. Donc rien n'est tard. Bien que le budget de l'État avait été promulgué au mois de mars 2011. Donc en 8 mois, ils ont pu organiser ces élections. Étaient-ce des élections bien organisées? J'étais un peu un acteur dans tout ça. J'estime que ces élections n'étaient pas bien organisées, mais n'étaient pas plus mal organisées que les élections de 2018. Donc rien n'est perdu, il y a assez du temps pour refaire les choses et bonnement. Il y a assez du temps, d'autant plus que lorsqu'il y a la bonne foi, hein,
et la bonne volonté, on sait économiser beaucoup sur le temps. Et puis ça crée aussi la confiance, tant au niveau national qu'au niveau international. Et il est nécessaire pour tous, et j'insiste pour tous, que nous puissions quand même avoir des élections acceptables, que nous puissions avoir des élections, si pas parfaites, mais meilleures que les 3 dernières élections générales que nous avons connues dans ce pays. Mais qu'est-ce qui manque aux hommes de Dieu? La confiance ou autre chose? Ou la volonté? Je dirais ce qui leur manque, c'est la totale indépendance par rapport aux officines politiques. Et c'est aussi la résistance, bien sûr, par rapport à l'attrait de l'argent. Certains observateurs se posent la question si les hommes de Dieu n'arrivent pas à trouver un consensus par rapport à la désignation de leurs délégués, à quand même plus forte raison publier les futurs présidents de la République, tels que votés par le peuple. Oui, mais vous savez, on aura toujours un futur président de la À coup République, sûr. à coup sûr. Mais le problème qui se pose actuellement, et qui se pose généralement avant les élections, et lorsqu'on est dans ce processus de désignation des futurs gestionnaires des élections, le problème majeur, c'est que certaines personnes et certaines officines ou certains partis politiques veulent être assurés que c'est eux qui vont gagner. Avant le match, ils veulent être assurés de la victoire. Donc, être assurés que l'arbitre est totalement dans leur poche. Alors que c'est ce qui devait être banni. Alors, c'est que c'est ce qui devait être banni, parce que après chaque élection, quelle leçon on tire? C'est que oui, les Congolais ont gagné le droit de voter, mais ils n'ont pas encore gagné le droit d'élire leurs dirigeants. Alors, dans ces mêmes chapitres, l'Union pour la nation congolaise, le Front commun pour le Congo, la MOUCA, Ensemble pour la République, ont tous exigé un large consensus pour la désignation des membres de la CENI. Comment expliquer cette unanimité? Parce que c'est l'intérêt ultime de la population que tous ces organes, toutes ces organisations, toutes ces institutions qui doivent travailler ensemble pour donner au peuple congolais une commission électorale nationale, qu'ils assurent la plus grande indépendance à cette commission nationale. Et c'est ce qui réclame ce consensus que de plus en plus d'acteurs politiques ou de plateformes politiques, telles que vous venez de les citer, réclament. Je crois que c'est dans l'intérêt de tous. Alors, face à cette situation, comment devrait réagir le chef de l'État? Peut-il jouer un rôle de sapeur-pompier comme il a été le cas avec Ronsard Malonda? Bien sûr, le chef de l'État, c'est le magistrat suprême. Hein. Et en tant que chef d'État, c'est lui qui assure l'équilibre et la régulation du fonctionnement de toutes les institutions, et qui doit aussi assurer l'indépendance de chaque institution, et en commençant bien sûr par lui-même respecter l'indépendance de ces institutions. Et dans le cas de la commission nationale, de la commission électorale, le problème évidemment que nous rencontrons, et que nous rencontrons souvent, c'est que le chef de l'État est lui-même un futur candidat, donc un futur protagoniste. Donc, il se retrouve aussi dans une position un peu inconfortable, puisque la politique n'est en fait que d'intérêt. Quel est son intérêt aujourd'hui par rapport à la CENI? Est-ce qu'il a besoin d'une CENI qui lui échappe, ou a-t-il besoin d'une CENI qui puisse le servir? C'est ça le problème de conscience pour un chef d'État qui est candidat lui-même aux futures élections. Mais qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement à ces sujets?
Bon, dans les circonstances actuelles, c'est d'abord veiller à ce que ce qui nous reste encore de cohésion nationale soit préservé, puisque nous assistons depuis ce constat d'absence de consensus des plateformes religieuses, nous assistons à des tiraillements et même à des actes de violence contre une composante de cette plateforme. Et cela bascule même dans des discours tribalistes, de mauvaise foi pour certains. Et cela crée une situation pour une instabilité potentielle sur tout notre territoire. Et il appartient au chef de l'État, je crois, très rapidement, bien sûr, de fixer l'opinion sur sa position par rapport à tous ces actes de violence, à les condamner et à dire clairement que nous avons l'obligation d'assurer cette cohésion nationale et que les futures élections sont évidemment une étape importante pour réaffirmer cette cohésion nationale et vraiment la souder. C'est très important, les futures élections, en ce qui concerne la cohésion et l'unité nationale dont nous avons besoin pour travailler ensemble en faveur du développement de notre pays. Alors, en termes de réformes électorales, il y a aussi la loi électorale qui est attendue, toujours pas débattue à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il soit changé à ces points selon vous? Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec la loi électorale. Et d'une manière générale, je n'ai pas de problème avec une quelconque de nos lois, puisque le véritable problème, ce n'est pas les lois, c'est la manière dont on les applique et les personnes qui décident soit de les appliquer, soit de ne pas les appliquer. Vous voyez, par exemple, il a toujours été stipulé dans les lois électorales successives que nous avons connues que la proclamation des résultats doit se faire sur base des PV des bureaux de vote. Or, cela ne se fait jamais. Cela ne se fait jamais. Et même lorsqu'il y a des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, cette Cour ne veille pas à vérifier les PV des bureaux de vote que la CENI est supposée lui avoir donné par rapport au PV que les plaignants ayant fait recours apportent. Nous avons vécu ça en 2011 avec le recours de Vital Kamerhe, où la Cour constitutionnelle n'a simplement pas voulu regarder les PV des bureaux de vote que Vital Kamerhe avait déposés. Donc, vous souhaiterez qu'il y ait attention particulière par rapport à ça? Oui, par rapport au respect de la loi électorale, quelle qu'elle soit, mais le problème se situera surtout au niveau du respect de cette loi. Et en l'occurrence, surtout dans la manière de proclamer les résultats des élections. L'élection de gouverneurs et sénateurs, même si ça restait inchangé, ça vous dérange pas? Écoutez, les élections des gouverneurs, je ne veux pas dire que ce sont des élections mineures, mais ce sont des élections plus faciles à organiser et dont, d'ailleurs, très souvent, bien sûr, il y a toujours des recours, mais en règle générale, on peut plus facilement appliquer la loi parce que il y a des intérêts beaucoup plus mineurs en jeu par rapport à une élection présidentielle, par exemple. Les élections présidentielles, vous les voulez à 2 tours ou telles que ça se présente actuellement? Dans la Constitution de 2006 parlait d'une élection à 2 tours et l'opposition à Joseph Kabila a toujours réclamé le retour à l'élection présidentielle à 2 tours. Et vous-même, vous voulez? Qu'on revienne à ce que la Constitution stipulait, 2 tours.
Voilà, il y a la problématique du recensement général de la population avant les élections de 2023. Saurions-nous organiser les élections dans les délais avec ces recensements? C'est difficile, mais c'est techniquement c'est difficile. Techniquement c'est difficile. D'ailleurs, c'est un problème qui s'était posé aussi par rapport aux élections qui devaient avoir lieu normalement en 2016. Hein, vous vous souviendrez que en 2015, fin 2014, début 2015, je crois, la députée l'honorable Janet Kabila avait proposé que on fasse le recensement avant les élections. Vous vous souviendrez de la réaction de toute l'opposition. Elle dit non, ce sont ce sont des tentatives De glissement? s'il vous plaît? Des glissements? Non, en faveur du glissement, même des tentatives de manœuvres dilatoires. Hein. Il est bien entendu que aujourd'hui, poser la condition d'un recensement avant les élections, ça sera aussi interprété comme une manœuvre dilatoire, parce que il y a deux choses qui sont dites. Il y a le recensement et il y a l'identification nationale. Ce sont deux choses différentes. Hein. Alors, à la rigueur, le recensement, vous pouvez vous mettre à compter les gens. Bon, ça peut ne pas prendre trop de temps. Mais l'identification, hein, comment dissocier les Congolais des étrangers sur notre territoire, c'est un casse-tête. Alors, que faut-il faire pour éviter les glissements en 2023? Il faut, comme d'habitude, il faut travailler d'abord sérieusement. Il faut le plus rapidement possible doter la CENI d'un bureau qui puisse inspirer ne fût-ce qu'une certaine confiance à toute la classe politique, vu que c'est la classe politique qui va concourir aux élections, mais aussi avoir une CENI qui inspire quand même confiance à la population qui va voter. Parce que lorsque cette CENI va publier les résultats, encore faut-il que la population croit à la véracité de ces résultats, puisque c'est de ça que dépend la légitimité dont jouira le pouvoir. Et cette légitimité permet alors au pouvoir de travailler avec le soutien total de la population et le soutien actif de la population. Alors, comment évaluez-vous la gouvernance du pays par l'UDPS, votre formation politique autrefois, et aujourd'hui vous êtes indépendant? Non, je ne parlerai pas vraiment d'une gouvernance UDPS parce que, à mon avis, selon les faits tels que je vois, c'est-à-dire le poids au sein des institutions, le pouvoir n'est pas un pouvoir UDPS. Le pouvoir est le pouvoir de Monsieur Félix Tshisekedi, c'est lui qui a quasiment tous les pouvoirs. L'UDPS n'a pas eu la majorité de députés, donc n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale, n'est pas majoritaire au Sénat, mais son ancien président, c'est lui qui occupe le poste et qui remplit les fonctions de président de la République et chef de l'État. Donc, il faut aussi dire que la réalité n'était pas simple pour un nouveau président après Joseph Kabila. Il y a tellement de choses à changer. Il y a une manière de gérer à changer. Il y a une attitude par rapport au respect des droits de l'homme à changer. Cela ne se fait pas en un jour. Mais le fait est que on a fait aussi, lors d'une campagne électorale, on fait aussi des promesses à la population. Et ces promesses, il faut absolument chercher à les accomplir.
hein, chercher à les matérialiser, puisque surtout si vous êtes candidat à votre propre succession, il faut savoir que en fin de compte, les électeurs vont vous juger par rapport à vos actions et par rapport au respect et à l'accomplissement de vos promesses. Alors, puisqu'on parle de l'ancien président de l'UDPS, actuellement président de la République, que dire de son bilan à mi-parcours? Positif ou négatif? Vous savez, les bilans, ce n'est pas à nous, acteurs politiques, qu'il faut poser la question, c'est à la population. Ce que moi j'observe, c'est que très souvent la population continue à se plaindre sur le problème de hausse des prix, sur le problème des difficultés d'accès aux soins médicaux, hein, difficultés d'accès à certains besoins primaires qui ne sont pas remplis. Bon, le problème d'instabilité sur notre territoire et principalement à l'est du pays persiste. Le régime a instauré un état de siège sur 2 provinces, Nord Kivu et en Ituri. Les résultats jusqu'à présent sont encore maigres et je pense d'ailleurs que les élus de ces 2 provinces ont réclamé un débat objectif avant de voter une prochaine prolongation de l'état de siège. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des réajustements à faire afin que cet état de siège puisse apporter des résultats positifs pour la justifier. Parce que s'il n'y a pas de résultats positifs, c'est-à-dire que la restauration de la paix, la restauration des communautés qui ont été chassées de leurs terres, sur leurs propres terres, s'il n'y a pas la restauration la restauration dans ces contrées d'une atmosphère de vie qui soit totalement humain. Bon, l'état de siège va s'avérer être un échec. Voilà, une question de curiosité. Soutiendrez-vous la candidature de Félix Tshisekedi en 2023? Vous me posez la question aujourd'hui, je vous dirais que je ne sais pas si je soutiendrai une candidature, puisque en tant que Congolais, vous savez, vous faites le choix le moment venu, et Félix Tshisekedi ne sera pas le seul candidat. Il y aura plusieurs candidats, et je suis sûr qu'il y a même des candidatures qui vont étonner. 2023 arrive à grands pas. Avez-vous des ambitions personnelles? Peut-être vous comptez aussi postuler à la présidence? Écoutez, un homme, un être humain vit et nourrit sa vie de ses ambitions. Les ambitions ne sont pas négatives, les ambitions sont un moteur qui vous pousse à accomplir des choses, mais accomplir des choses pour votre communauté. C'est comme ça que je définis l'ambition politique, et donc j'ai toujours eu une ambition politique et je l'aurai toujours. Très bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Un mot pour clôturer? Oui, je vais simplement revenir sur encore cette pandémie qui frappe notre pays et qui frappe toutes les nations, et encore conscientiser nos téléspectateurs et nos téléspectatrices sur la nécessité du port du masque, surtout lorsque vous vous trouvez dans un environnement où il y a beaucoup de gens, respecter la distanciation sociale de 1,5 mètre, se laver fréquemment les mains, être prudent dès que vous sentez un quelconque symptôme comme la fièvre, les toux sèches, n'hésitez pas à aller vous faire tester. Parce que actuellement, nous avons l'impression que faire le test du Covid fait même plus peur que le test du VIH. Non, le Covid, c'est une pandémie que nous devons absolument vaincre ensemble.
Donc ne relâchons pas notre vigilance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Objectif 2023 des séjours est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.